Empreinte, une émission conçue, présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour. Fidèles auditeurs de la chaîne 3, bonjour. C'est vendredi, c'est Empreinte, votre émission hebdomadaire conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Nous recevons aujourd'hui Yasmina Sellem. Yasmina Sellem, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là, merci d'accepter d'abord notre invitation et merci de nous offrir un plat traditionnel, un plat qui dicte, qui évoque notre identité complètement. Et puis comme nous sommes vendredi, c'est le plat royal, le plat du vendredi, c'est le plat par excellence du vendredi. Tout à fait. Mais en lisant votre livre, parce que vous avez un livre qui s'appelle Le couscous, racines et couleurs d'Algérie, dans la collection Le Beau Livre. Ce type de livre s'offre, parce qu'il faut que je rappelle aux éditeurs que le livre s'offre, quand les s'offre l'occasion des anniversaires, en fin d'année, la fête des Yanaïeurs, les fêtes les diplomates religieuses aussi peuvent l'offrir. Oui, pour on l'offre, l'offre et tous les livres sont de très beaux cadeaux. Tout à fait. De très beaux cadeaux. Alors, en lisant le livre, on apprend qu'il n'y a pas un seul couscous, il n'y a pas une seule façon de les préparer, mais il y a plusieurs façons de préparer. La première idée, donc, ce couscous qui est consacré, réservé pratiquement toutes les familles algériennes, pour ne pas dire du Maghreb, du Grand Maghreb, consacrent cette journée pour le couscous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Pourquoi le vendredi? Parce que, le couscous, c'est notre plat national, c'est notre identité. Et vous savez, quand on demande à quelqu'un, quand est-ce que tu te maries, on ne lui dit pas ça, on lui dit le couscous. En fait, le couscous, il suit l'Algérien de la naissance à la mort. Seulement, le vendredi, comme c'est la journée de la prière, du vendredi, la prière, et le couscous, pour tous les Algériens, il y a l'alimentation, tous les plats, les tagines et tout sont là, mais le couscous, il est tout à fait au-dessus. Et ceci lui donne une suprématie sur tous les plats. Et on peut même dire qu'il est plutôt divin. Parce que même les noms qu'on donne au couscous, ils ont toujours un lien avec le créateur. Couscous, Na'ma. Je connais Na'ma. C'est Dieu. Oui, ça on n'y pense pas. L'Aïch. Je connais Allah. Donc le couscous, c'est une alimentation, mais une alimentation divine qui est au-dessus de tous les autres. Et d'ailleurs, pourquoi tous les vendredis? Parce qu'on ne peut pas passer 15 jours sans avoir mangé du couscous. Ça fait partie de nous. J'aime bien votre idée. Le couscous est là au début de la vie, il est là à la fin. C'est vrai qu'à la fin de la vie, on fait manger les gens, donc le deuil, le baraka. Et à la naissance, aussi, on souhaite la bienvenue au nouveau-né avec le couscous. Après le nouveau-né, quand on lui coupe les cheveux, on fait un couscous. Et quand on fait un couscous. Quand il se marie, voilà. Et même la fille, quand elle se marie, on dit le couscous. Quand elle a un bébé, on dit le couscous. Et même dans la vie sociale, on fait un couscous pour les moissonneurs. On dit le mebda. Le mebda. C'est-à-dire le début de la moisson, on fait un couscous aux personnes qui moissonnent. Et on fait... C'est-à-dire, si je comprends bien, si on cherche réellement, il doit y avoir 1000 significations, 1000 raisons. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que ça différencie de région en région? L'idée générale est la même. Le couscous fait partie de notre identité, il fait partie de notre alimentation et on n'a pas idée à recevoir quelqu'un d'étranger et de lui faire autre chose que le couscous.
Ouais. C'est ces dernières années que ça a commencé à changer. Mais avant, c'était les défaites du temps de début de la colonisation. Toutes les défaites qu'on faisait aux colons, ben, c'était du couscous. Ils mangeaient du couscous. On fêtait la victoire avec du couscous. Et donc, c'est partout pareil. Et généralement, l'hospitalité aussi. C'est le couscous. C'est le couscous. Et on mange tous dans un même plat. Ça, c'est très important. La commensalité du couscous, elle est dans la façon de le manger. Dans le livre, justement, j'ai appris que quelque chose de bien, c'est qu'il est d'abord de renommée, pas uniquement nationale, mais mondiale. Après, donc, vous dites pour les nutritionnistes, c'est un plat sain et équilibré. On va commencer par ça. Alors, expliquez-nous, vous êtes spécialiste maintenant du couscous. Du couscous, oui. Et puis en plus, je suis ingénieur agronome, donc je connais un peu les plantes et tout. J'allais le laisser voilà. Pour donc, après. J'allais laisser cette surprise. Vous parlez bien. Alors, c'est un plat sain. Oui. Et équilibré. Tout à fait. Alors, c'est un plat. De quoi on a besoin pour notre alimentation? On a besoin d'un féculent. Donc, c'est le grain. On a besoin de légumes. Ouais. Donc nous mettons toujours des légumes. Nous mettons de la viande parce qu'on a besoin de protéines. Mais nous ne mettons pas que de la protéine animale. On met aussi de la protéine végétale. Avec les pois chiches qui sont de la protéine végétale. Et donc, dans les légumes, il y en a qui sont un peu sucrés. Donc nous avons les carbohydrates, nous avons le gras, donc les lipides. C'est un plat qui est équilibré. Sain et équilibré. Sain et équilibré. Seulement, bon, il faut aussi contrôler la préparation parce qu'on ne peut pas faire un couscous et vous servir 50 grammes de couscous et 500 grammes de viande. Non. Donc, même dans la présentation, il faut toujours faire attention aux équilibres des quantités. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un plat sain et équilibré pour un diabétique? Ben oui. Parce que le diabétique, malgré tout, il doit manger un féculent, il doit manger des carbohydrates. Mais sauf la quantité. Donc, le couscous, il ne faut pas manger trop de couscous. Il ne faut pas manger un gros plat de couscous pour un diabétique. Il faut manger la garniture. Il peut. Voilà, le légume, il peut. La viande, il peut. Mais la quantité de gras, il faut toujours la contrôler. Alors, j'ai pris, il y a quelques années, 2-3 ans, à Saïda, un bon couscous. Avec de la viande, beaucoup de viande même. Oui. Et on l'a pris avec du petit lait. Oui. Ce qui se fait maintenant, ça s'est généralisé. Ouais. Alors, après, j'avais demandé à un ami de m'expliquer le pourquoi. Oui. Alors, j'aimerais vous poser la question. Alors, pourquoi prend-on du petit lait quand on prend un bon couscous, surtout quand c'est accompagné de viande? Alors, ce qu'il y a, c'est que le petit lait, ou le ben, surtout dans la partie pastorale de l'Algérie, on ne le prend jamais comme ça, nature. Il y a toujours des plantes dedans. On met toujours des plantes parce que, pour contrecarrer un petit peu, si on a mangé surtout que la zone pastorale de l'Algérie, le couscous est très gras parce qu'on le fait avec du mouton. Le mouton est gras. Et donc, le petit lait va aider à absorber la graisse et tout. Mais il ne faut pas non plus abuser parce que le petit lait a ses contre-indications. Voilà. Sans arriver aux variantes. Alors, on reste dans l'idée pour le nutritionniste, c'est un plat sain et équilibré, vous l'avez très bien expliqué. Et vous écrivez aussi que pour les sociologues, c'était le plat de convivialité par excellence. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas idée de faire un couscous et de le manger seul. Ça ne marche jamais. Le couscous, c'est les personnes autour du plat. D'abord, il y a une ambiance dans la préparation. Dans la préparation, exactement. Parce que l'impression, c'est un rituel. Oui, voilà. Pour dévouer le couscoussier. C'est pas uniquement le couscoussier, mais il y a la marmite, quels légumes on doit mettre? Parce que l'autre n'aime pas les artichauts. Donc, on va enlever les artichauts. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Et alors, on va mettre... Généralement, on ne peut pas se passer du navet et de la courgette. Non, ça c'est des goûts. C'est des goûts. Donc chacun fait. Généralement,
c'est courgettes, navets, mais il y en a qui sont très bons, ils sont courgettes et navets. Par exemple, moi, j'adore le couscous aux fèves vertes. Oui. C'est très bon. Mais ça, c'est sans sauce, c'est... Non, avec avec l'huile sauce. d'olive. Non, sauce, avec sauce. Avec sauce Et à la aussi. place des légumes, vous mettez ça. Et j'ai toujours dit, Les d'ailleurs... c'est ça, c'est les variantes. C'est variant. Mais non, restons sur l'idée de plat de la convivialité. Convivialité. Pourquoi? Je vous dis que le couscous, c'est un plat très démocrate. Parce que vous le mangez comme vous le voulez. Il permet à toutes les... J'aime bien démocrate. Parce Démocrates, oui. que ceux qui ont très peu de moyens, Oui. un peu de moyens, Beaucoup de moyens. prennent généralement Donc, le même couscous. Le couscous, il nous laisse les coudées libres. Mangez-le comme vous voulez. Il vous permet. Préparez bien votre graine. Après, dans la sauce, mettez ce que vous aimez. Ça peut être des courgettes, ça peut être des artichauts, ça peut être garnina, tardiout. Ça peut être ce que vous aimez. Vous pouvez le faire sans viande, une sauce sans viande, qu'avec des légumes. Donc le couscous, c'est le plat de tout le monde. La convivialité n'est pas seulement dans la manière de le manger dans un plat tous autour, mais c'est dans le fait de le préparer et qu'il vous permet de le manger comme vous voulez. Vous pouvez ne pas mettre du tout de légumes, vous pouvez mettre des fruits secs. Vous le mangez quand vous avez envie et c'est toujours un couscous. Alors, la saveur qu'a ce plat partagé dans la même gassa, Oui. il faut appeler Oui, ça a une saveur particulière. oui. Et il y a la bienséance de manger dans une gassa. Il y a comment manger. Il y a des règles. Il y a des codes. Il y a des codes, complètement. Nous avons le gazra et on mange devant soi. Et on commence jamais par le sommet. On commence toujours par la partie qui est vers nous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, le baraka, elle est dans le sommet. Il faut pas la manger vous et laisser les autres sans. Donc il faut la laisser tomber les graines. Elles arrivent. C'est des règles sociales. Tout à fait. On mange dans son trou. Qui se transmettent. Tout à fait. De génération en génération. Ah oui. Et depuis très très longtemps. Hein. Oui. Et des fois on apprend. Moi, j'ai appris aussi au cours d'une mission au sud. Donc on a servi du couscous et donc on nous a invités à commencer à manger. Et tout naturellement, j'ai pris un morceau de viande et on m'a dit... Non, c'est pas comme ça. C'est pas votre rôle. C'est le rôle du maître de maison. Et on appelle le smar. Et sammarlak. Et sammarlak, donc... Et ce smar, ne mangez pas. Oui, non, lui, il est là pour servir ses invités. Et c'est le maître de maison. Et chaque fois que vous avez mangé votre petit morceau de viande, il vous en met un autre. Seulement, moi, j'aime pas tellement ça. J'ai trouvé ça. C'est très gentil. Oui. Et en même temps, j'ai dit, bon, le pauvre, il est là, il ne mange pas, il se sacrifie pour nous. Seulement, il nous impose des morceaux de viande que peut-être nous n'aimons pas. Oui. Moi, je vous dis, moi aussi, j'ai été dans le sud et j'ai trouvé des morceaux de chem dans mon trou. Est-ce que je les mange ou pas? Moi, je n'aime pas. Donc, voilà. Donc, par correction, je ne l'ai pas fait. Mais oui, là, c'est bon et c'est mauvais côté de smart. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui a fait que ce plat sorte des frontières de ses origines? Qui est situé au Maghreb, Ben Khaldoun le situe en Algérie, peut-être un peu plus en Kabylie. Non, en Algérie. En Algérie. Non, pas la Kabylie. Il va dans le monde. Il va d'abord en Andalousie. Ça s'explique. Complètement. Ça, c'est les mouvements humains. En partie, non, parce qu'il y a eu la conquête. Oui, les mouvements humains, c'est les différentes conquêtes. Après, quand j'entends que au Japon, c'est le plat numéro 1. En Australie, au Brésil, il est dans la gastronomie traditionnelle brésilienne, le couscous. Et ils l'écrivent El Couscous. Avec CUZ. L'Amérique latine, ça peut aussi s'expliquer par les conquistadors. En plus, parce que il y avait une présence musulmane. Oui. Elle a été prouvée. Ça c'est sûr. Ça peut s'expliquer, mais la présence musulmane, c'est qui? Parce que le couscous n'est pas de l'Orient. Non, le couscous, il est
Mais l'Orient de l'Afrique a du fini Nord. par l'adapter. Après le retour d'Espagne. Pas avant. Chauffe, le couscous est sorti des frontières du Maghreb ou de l'Afrique du Nord au 8e siècle, aux conquêtes. Ouais. Parce que j'ai un livre de Brahim ibn al-Mahdi, qui est le frère cadet de Haroun al-Rachid. Haroun al-Rachid, il a vécu au 8e, 9e siècle. Et il a écrit un livre où il y a des recettes de couscous. Ouais. Donc, ça veut dire que le couscous est sorti bien avant l'indépendance de l'Algérie. On dit, dans tous les livres, on vous dit, ou là, les articles de journaux, on vous dit, c'est en 62 que le monde a connu le couscous. Jamais de la vie. Le couscous était connu au 8e siècle. J'ai même un écrit de quelqu'un, un Rostomi, donc de la Rostomia dans le Tiaret, qui a été à Ouergla et qui a mangé un couscous. Et c'était... Les Rostomi en berbère, quoi. Ah, voilà. Et donc, il a été à Ouergla. Donc, les premières mentions du couscous, elles datent de très, très loin. Oui. Donc, dans ce livre de Brahim ibn al-Mahdi, qui est du 8e, 9e siècle, le 10e siècle, c'est ce livre-là. Et donc, le couscous est sorti bien avant. Et d'ailleurs, avec les conquêtes musulmanes, il est parti en Orient, il a changé de nom. Il ne s'appelle plus el couscous, parce que le mot couscous est berbère. Il l'appelle Houma el Moghrabiya. Ça veut dire que c'est le plat qui vient du Maghreb. En kabyle, on dit sekso. Sekso, oui. Donc c'est berbère. Donc ce couscous est parti en Orient et il l'appelle au Liban el Moghrabiya. Ça veut dire que celui qui vient du Maghreb. Oui, le Moghrabiya, il vient du Maghreb. Seulement, c'est le gros couscous, le très gros couscous. En Palestine, après la granulométrie. Oui. Et après, en Palestine, on l'appelle el maftoul. Puisqu'il en connaît le fetlo. Donc, il est sorti bien avant. Mais là, sa vraie sortie dans le monde, c'est en 1800, à la conquête de l'Algérie. 1830. 1830, les colons ont découvert ce plat. Et ils en sont tombés amoureux. Et ils ont rajouté la merguez. Non, ça c'est bien après. Ça c'est bien après. Et puis la merguez, il faut parler aussi de l'origine de la merguez. Alors, chers amis auditeurs, là, on vous a mis de l'eau à la bouche avec Yasmina Selem, elle en parle très bien avec son beau livre. Oui. Ça parle de couscous, nous sommes vendredi et vous êtes avec Empreinte, une émission conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Eh bien, donc... Voilà. Donc, donc, en 1830 déjà, il y a eu cet engouement pour ce plat extraordinaire. Qui était bon. Et donc, vers les 1840, un peu plus loin, il y a un colon italien, puisque l'Algérie, au départ, c'était une colonisation militaire. Après, ils ont ramené des peuples pays du Porto. Voilà, pour faire une colonisation de peuplement. Et donc, et donc Ricci, qui est donc italien, il s'est installé à Blida et au départ il était meunier. Meunier, voilà. Il avait des minoteries de blé. Et donc il avait des minoteries, mais quand il a vu le couscous, il s'est dit il faut que je le fabrique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réservé un coin, et d'ailleurs cette usine, elle existe encore. Oui. Et il a réservé un coin. Il a recruté des femmes qui étaient dans le besoin, des veuves. Il leur a dit, venez rouler du couscous pour moi. Il a acheté le gasrat. Elle était là toute la journée à rouler. Elle commençait à 7h du matin. Elle terminait à 14h et elle devait terminer 100 kilos de semoule. Oula. Oui. Donc après, il faisait sécher le couscous sur des draps dans l'espace et il le mettait dans des paquets, il le vend. Et moi, j'ai pu même avoir les étiquettes de ces couscous-là. Elles sont là, les étiquettes. La recherche. Voilà, exactement. C'est votre aspect d'agronome d'abord. Et d'universitaire. Et vous venez d'évoquer en moi ce souvenir des réunions familiales. Je ne me rappelle plus en quelle période de l'année où c'était... C'est tout le monde. Non, il fait pour faire l'oula. Donc c'est l'été. C'est l'été. Et après c'était entendu séché au soleil. Bon, alors le séchage, ça marque. C'est des scènes de vie qui nous restent. Est-ce que ça a tendance à disparaître? Ça a disparu. Dans les grandes villes,
ça a tendance à disparaître. Ça a disparu. Oui, mais dans le sud, par exemple, moi j'ai été il n'y a pas longtemps, au mois de mai, j'ai été à Beni Abbas. Préservé. Totalement préservé. Totalement. Alors, si on voit du côté économique, c'est quand même un moyen quand aujourd'hui des familles diminuent, les femmes, d'arrondir les fins du mois. En roulant du couscous. En roulant du Tout à fait. En le mettant en vente, en le proposant. Dans les boucheries, dans des sachets, oui, on le vend. Oui. Tout à fait. Et donc, ça a toujours été ça. Il y a une autre fonction sociale, économique, c'est-à-dire une petite liberté financière pour la maîtresse de maison. Elle vend son couscous et elle se fait un peu d'argent de poche. Il se fait aussi avec d'autres, par exemple, Rishta, Choucha, oui, on le fait. Rishta, tout à fait. La galette. Oui, on vend, tout à fait. Parce que bon, les jeunes de maintenant ne le font plus. Bon, et on a toujours envie de manger les plats de nos grands-mères. Et donc, on va les acheter. Les gens se et puis tant mieux. Et phénomène nouveau, enfin pour moi, je dis que ça a pris de l'ampleur les derniers temps, ça a débuté il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a des restaurants en Algérie spécialisés dans le couscous, rishta et les plats traditionnels. Eh bien, je vais vous parler de ma table d'hôte qui s'appelle Darjiddi. Moi, j'ai commencé comme ça. Très connu. On vous a connu grâce à une émission, je crois TV5 Échappée belle. Échappée belle. Oui, où j'ai une table d'hôte. Elle continue à exister. Oui, à Bouchaoui, très connue. Et je présentais des plats. Qui a sa réputation. Complètement, oui. Quand on s'appelle Yasmina Sellem, on ne peut avoir que du succès. Merci, c'est très gentil. Oui. Et en plus, ma famille m'a dit, qui va venir chez toi? T'es perdu à Bouchaoui et tout. Et en fait, les gens cherchent la particularité. C'était particulier ce que j'offrais. Je faisais des plats, mon mari servait, et on leur raconte l'histoire du plat. Et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture. Et ben, c'est en présentant les plats, je racontais l'histoire. Mais il s'est trouvé que je n'avais pas toutes les histoires de tous les plats que je servais. Donc, la recherche. La recherche. Et là, je me suis dit, j'ai amassé assez d'informations, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que les Algériens... Il y a combien de spécialistes de couscous en Algérie? Spécialistes, beaucoup. On va dire qui ont écrit. Ah, qui ont écrit Oui. Pas beaucoup. Alors, il y a... c'est des livres de recettes. Oui. Et un livre de recettes, pour moi, c'est pas une... Est-ce que le livre ne se contente pas uniquement de la recette, mais de le situer dans le temps, dans l'espace? Je suis désolé, c'est pas de la prétention de ma part. Il y a eu la vérité. On doit dire que vous faites un travail différent, complètement différent. Moi, d'anthropologue. Absolument, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. J'ai un ami, Allah qui est peintre, artiste peintre, qui a été aussi réalisateur de 2 bons films, qui s'appelle Arskhel El-Arbi, qui avait ce projet, qui était bien avancé dans ce projet. Alors, je vous repose la question parce qu'il m'a dit, j'ai déjà recensé plus de 300 sortes de couscous. Alors, là, il faut qu'il nous... Là, il peut pas. Mais on va parler de ces sortes de couscous. Il faut faire la différence. Est-ce qu'il s'agit d'abord de la taille des grains ou pas? Non. Justement, j'arrive à ça. Les types de couscous, ça, c'est la façon de réaliser le grain. Ça, c'est les types de couscous. Les recettes, c'est autre chose. Donc, si nous parlons des types de couscous, il y a la taille du grain. Donc, la granulométrie, elle est très importante. Bien sûr. Les noms des couscous, c'est une granulométrie. Est-ce qu'on peut dire le plus usité, c'est la graine moyenne? Oui, parce que c'est celle avec laquelle on fait du couscous al-Jama'a. C'est celui-là. Mais quand on fait un mariage, on fait le mhawar, qui est le grain le plus fin. Quand une femme a un bébé, on lui fait du berkoukous, donc c'est le grain le plus gros. Est-ce que le berkoukous s'intègre dans le couscous? C'est un couscous. Il se fait avec la même technique. Seulement, le nombre d'aspersions à l'eau est beaucoup plus important que le nombre de fois où on met de l'eau dans un... Donc ça vient de la famille du couscous. C'est un couscous. Donc les calibres sont différents. Par exemple, dans la région de Constantine, vous avez le majbour. C'est un très joli nom, moi je le trouve très beau. C'est plus gros qu'un couscous et c'est plus fin qu'une mhamsa. Mhamsa, c'est plus fin que le berkoukous. Et donc on a différents... D'ailleurs, je mets un tableau là avec... Si vous pouvez la voir quand elle parle avec une passion...
Incroyable. Après, les recettes, c'est autre chose. Les recettes, c'est comment vous faites votre sauce. Ça, c'est les recettes de couscous. Donc, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a recensé? Les 300 couscous. Est-ce que c'est les recettes ou est-ce que c'est les types? Donc, voilà. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Recettes. Oui. Les recettes, on dit que les Kabyles sont friands de couscous. Ils adorent, ils le mangent. Moi, j'ai des amis qui le commandent même au resto, pas spécialisés. Donc, je doute même de la qualité, mais moi... Oui. Et ils m'avouent qu'ils peuvent en manger la semaine durant du couscous. Je suis là devant vous et je vous dirai que moi, je peux manger couscous midi et soir pendant 20 jours sans me lasser du couscous. Incroyable. Ah oui, le couscous, c'est mon plat. Alors, après, donc, je comprends. Après, on parle du mesfouf. Oui, mesfouf, c'est le fin. C'est le fin. C'est le couscous sec, sans sauce. Des fèves. Il y en a beaucoup des mesfouf. Il y a du oui. Il y a qu'il y avait des petits pois, des fèves. Oui, ça c'est un couscous au beurre. Chaud quand on a les moyens. Aforo, c'est un couscous où il y a beaucoup de petits légumes coupés. Oui, c'est un aforo, c'est en kabyle. Mais il y en a beaucoup, les mesfouf. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, j'en ai un là, mesfouf l'ouard, à la rose. Oui, donc les mesfouf, il y en a beaucoup. Les couscous à la sauce, il y en a beaucoup. Les couscous bilben, il y en a beaucoup. Déjà, la façon de préparer la viande est différente. Complètement. Et puis, le type de viande. J'ai appris dans la région de Sétif, notamment, que la viande est marinée la veille. Oui. Qu'elle est vraiment, on lui met beaucoup d'épices, de sel. Et c'est vrai que c'est très bon. Oui, elle est différente de la viande qui est cuite le jour même. Tout à fait. Donc, le soir, nous le soir, ça c'est vrai. C'est ça, la veille. Oui. Et ce couscous, je sais pas, c'est le goût donné par cette viande qui est marinée, etc. Il a une particularité, il a un goût à part. À part. Complètement. Par exemple, vous allez au sud, à Janet et Illizi, toute la région d'Illizi, la région donc du Hogar. Et là, ils ont un couscous exceptionnel. Il s'appelle Telebejet. C'est un mot donc berbère touareg. C'est beau d'abord le mot. Oui, c'est très joli. Je vais manger un Telebejet, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Et ils le font avec la viande, le bakhloul. Le bakhloul, c'est le jeune dromadaire. Et comme la chair, c'est comme la chair, elle est un peu dure. C'est le rituel qui est extraordinaire. Donc la femme, elle fait son couscous, elle cuit la viande, elle la prend. Son mari qui sort dehors, il met la viande dans un mortier, il la tape, elle sert le couscous, elle met les légumes dessus, et après cette viande écrasée, elle va la mettre dessus. Et c'est un couscous, ça s'appelle le couscous telebejet. On fait la même chose pour la viande, même un filet ou d'un steak. On peut le faire, ou là le couscous بالمعمر de Mostaganem et de la région ouest. Le معمر, c'est quoi? C'est un couscous, ils طيبوه avec du poulet et tout, et dessus ils mettent de la viande hachée. يعمروه هكا مخبي معمر باللا viande hachée. Alors il y a des régions, on parle souvent de djidjel, djidjili qui le font avec donc du poisson. Et là je suis pas d'accord avec toutes les personnes. Non. Pourquoi? Parce que il faut prendre l'Algérie dans sa globalité. L'Algérie est un pays qui a 2000 kilomètres de côte, en faisant ça, en planimétrie. Et quand on a cette côte, cette longueur de côte, le couscous au poisson ne peut pas être que djidjelien. C'est toutes les zones, le littoral le font. On a parlé de Djidjel et de Skikda. Alors, Djidjel, Skikda, Annaba, Mostaganem, Delis, l'autre ville, Ténès, Mostaganem, Oran, tout ce monde fait du couscous au poisson. Juste que nous, on a cette idée que c'est à Djidjel. Pourquoi? Peut-être que le début c'était... Voilà, j'y arrive. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il paraît que le couscous au poisson, c'est une création. Je n'ai pas trouvé de document, mais certains auteurs parlent de la création des Koutama. Les Koutama, c'est cette civilisation, une tribu qui a créé le Caire. Oui, les Fatimides, l'armée des Fatimides, c'est les Koutama. Ouais. Et donc ces Koutama,
Donc, ils sont autour de Didel, un peu vers Mila. Le poisson est tout près. Est tout près. Et donc, voilà. Donc, il n'est pas tunisien. Le couscous au poisson, il existe dans toutes les côtes algériennes. Voilà. Corrigeons, hein. Non, on est là pour ça. On est là pour ça. Alors, on est là pour ça, donc, dans votre émission Empreinte. Et c'est toujours avec Yasmina Selem qui nous parle très bien. Et on apprend beaucoup de choses en lisant ce livre. Je vous le conseille, pour le lire. Et vous pouvez acheter un autre ou les autres pour les offrir. C'est toujours une bonne chose. Alors, on a parlé donc des sociologues, on a parlé des nutritionnistes. Et alors, ce couscous dans l'histoire, parce qu'il y a des chapitres, et c'est bien expliqué, le couscous dans l'histoire, c'est l'Afrique du Nord. Oui. Bon, il y a des origine, l'Afrique du Nord. C'est attesté par, selon vos recherches, par des auteurs. Bon, il y a des auteurs qui vous disent non, il est babylonien. Mais quand vous discutez avec des archéologues, et ils vous disent non, parce que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a le ziku qui est donc dans les tablettes de Yal. Les tablettes de Yal, ce sont les premières, les plus anciennes documents où il y avait des recettes. Et des recettes qu'on peut réaliser actuellement. Maintenant. Ah oui, voilà. Et donc, il y a le ziku. Le ziku, c'est une pâte pétrie qu'on bloute pour en faire des petits bouts. Ouais. Alors, pour l'auteur de ce livre, donc qui est la plus vieille cuisine du monde, il s'appelle Jean Bottero, il dit, c'est l'origine, c'est l'ancêtre du couscous. Seulement, entre Babylone et l'Afrique du Nord, on ne le trouve pas. Ouais. Donc, c'est pas possible. Impossible. Ouais. Pourquoi ce silence? Le lien, c'est le chaînon, il manque. Il manque des maillons. Donc, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui vous disent, il est soudanais. Ouais. Pourquoi il serait soudanais? Est-ce que le Soudan était un pays de blé? Non. Le pays du blé, c'est la Numidie de Massinissa. Et donc, non, le couscous ne peut venir que de cet endroit du monde. Alors, vous le situez aussi dans votre livre, avec 2 citations. On aurait retrouvé dans des couscoussiers... dans la sépulture du roi Massinissa, roi berbère Massinissa. On aurait. Donc ça, c'est dans le conditionnel. Ça, c'est moi qui dis. Oui. C'est moi qui le dis. J'ai mis en conditionnel. Mais il faut le mettre dans le conditionnel. Pourquoi? Parce que quand c'est des fouilles archéologiques, il n'y a pas d'écrit. C'est des hypothèses. Oui. Et quand c'est une hypothèse, il faut toujours la mettre dans le conditionnel. On ne sait pas. Ouais. Mais quand c'est des écrits, là, on dit Foulen a dit, tel auteur a dit. Donc oui. Mais déjà, ça situe un peu Ça situe un peu, mais on n'a pas... En plus, c'est renforcé par d'autres fouilles de couscoussiers trouvés à Tiaret. À Tiaret. L'actuel Tiaret. Oui. Capitale des Rossoumides. Des Rossoumides, on en parlait tout à l'heure. Et c'est au 9e siècle. Au 9e siècle. Donc, quand même, il y a un vide un petit peu entre Massinissa et le 9e siècle. C'est ce que vous citez dans votre... Tout à fait. Et ouvrage. Quand on trouve un tesson d'ustensiles troués, est-ce qu'on est sûr que c'était... C'était en terre cuite. En terre cuite. Ouais. Est-ce que c'était... on est sûr que c'était un kskes. Ça pourrait être une sfaya. Ça pourrait être pour séparer les grains. Il y a la taille peut-être, non? Non, c'est des morceaux. Donc on n'a pas le couscoussier entier. Et ça pourrait être pour égoutter des fromages. Donc... on dit, voilà, ça pourrait être un couscoussier. Par précaution, on met ça Tout à fait. De toute façon, ce livre, il a été préfacé par Abdelrahman Khalifa, qui est archéologue. Donc lui, il est d'accord avec moi dans ce que je dis. Moi, l'archéologie et tout, j'en parle au conditionnel parce qu'on n'est jamais sûr. Parce que dans 10 ans, 20 ans, une fouille peut nous dire non, c'était une erreur, on va prendre un autre chemin. Et donc, oui, voilà. Vous faites d'abord le livre, commence par des citations que je trouve. Ah oui, elles sont magnifiques. Le couscous, c'est un raffinement, même s'il est préparé seulement à l'eau. À l'eau.
هاي بالعربية الكسكس همة ولو كان بالماء. Et c'est un dicton de Tlemcen. Oui, oui. Et le deuxième dicton que vous citez, c'est un dicton de Boussaada. Tout à fait. Donc il doit y avoir des dictons dans toutes les régions. Ah, sûrement. Il y en a un qui m'a dit un dicton il y a Alors quelques jours. on le cite d'abord. La nourriture n'est que couscous et les montures que des chevaux. Donc le maïcha, couscous. Comme ça s'explique pour les chevaux. Donc on revient vers notre culture. Les chevaux font partie de notre culture. Et pour rester un peu dans cette ambiance où on sublime le couscous, on vénère le couscous, vous citez aussi un vers de poésie d'Ibn al-Azraq. Ibn al-Azraq, oui. Ibn al-Azraq. Si la vie était juste, elle ne m'aurait pas chassé de mon Andalousie natale. Oui, tout à fait. Et il rajoute, le Térid pourrait-il revenir à moi? Il me manque tellement, je m'en rappelle le couscous noble et religieux, surtout si son roulage est soigné, j'en prendrai des boulettes qui feront bourdonner mes oreilles de plaisir. Et voilà. Et Ibn al-Azraq est mort en 1493, une année après la chute de Grenade. Donc il n'est jamais revenu dans son pays. Parce il le dit, il ne reviendrait voilà. plus. Et ce qui m'a... Moi, quand des personnes ont écrit des livres sur le couscous, ils citent Ibn al-Azraq, mais ils vous disent, Ibn al-Azraq cite le couscous. Mais dites-nous ce qu'il a dit. C'est tellement plus explicite, tellement plus... C'est beau. Et puis en plus, c'est en beau. arabe, ça doit être encore. Ah oui. On le lit en arabe pour les... Ah oui, j'aimerais bien, oui. Alors, لو أنصف الدهر لما أخرجني من وطني هل للتريد عودة إلي فقد شوقني Bon, t'as le couscous, j'ai oublié un petit peu. Je l'ai écrit en arabe. On va la trouver là. D'accord. Voilà. Et donc, il faut donner... Oui. Il faut donner alors, où est-ce qu'elle est la page? Ils vont... Voilà, le couscous dans l'histoire. Oui. C'est là. Et donc, est-ce que Trid vient de Trida aussi? Oui. Non, c'est Trida qui vient de Oui, je comprends. Trid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quand même beaucoup de temps. Voilà. لو أنصف الدهر لما أخرجني من وطني هل للتريد عودة إلي فقد شوقني وهات ذكر الكسكس فهو شريف وسني لسيما إن كان مصنوع بفتل حسن أرفع منه كوار بهن تدوي أذني والزبازين في الصحاف حسب أهل البطن. الزبازين, c'est le balkoukish, qui est un plat traditionnel au nord du Portugal. Abazine. Oui. C'est vaste, hein? Ah, c'est vaste, oui. Donc c'est pas le vendredi, ne vous contentez pas uniquement de vous régaler avec couscous, mais c'est bon aussi. C'est toute une histoire, c'est toute... Il y a Google, faites aussi des recherches ou alors achetez carrément Yasmina Selam et son livre Le couscous, racines et couleurs d'Algérie. Pourquoi racines et couleurs d'Algérie? Ah, voilà. Le titre, j'ai tenu à ce qu'il y ait l'article. Parce que dans mon livre, je dis le couscous, il n'y en a qu'un. Mondialement, il n'y en a qu'un. Oui. Celui qui est fait avec le savoir-faire algérien. Donc, le couscous. Racines et couleurs, les racines... Bon, il est noir, le livre. Ça, les racines, elles sont dans la terre. Parce qu'il vient du blé. Du blé algérien et de l'orge algérien. Donc, ces racines sont là. Et les couleurs, parce que nous avons beaucoup de couleurs dans nos couscous. Nous avons le rose à la rose. Nous avons le vert de Timimoun Srayer. Nous avons le hammama. Nous avons le halhal. Nous avons différentes couleurs de couscous. Chose qui n'existe pas dans d'autres pays. Alors, la préface de notre historien, Abdelrahman Khalifa, dit que votre tâche n'a pas été facile. Faire un livre sur le couscous est une entreprise colossale à laquelle s'est attelée Yasmina Selam. Et donc, il vous fait... il tire son chapeau, comme on dit, pour vous féliciter. Et j'en suis fier. C'est pas du tout évident. Et vous cite... et j'aime bien, il insiste sur Ibn Khaldoun, qui répond donc à un notable de Damas. Qui es-tu, d'où viens-tu? Et Ibn Khaldoun de répondre, je viens d'un pays d'Afrique du Nord où on se rase
Rose, les têtes. Les têtes, et où on s'habille de bournours et on mange le couscous. Ouais. Et de dire, c'est exactement ça. C'est exactement notre identité et notre façon d'être. Le couscous fait partie de notre façon d'être. C'est notre identité. Et donc, moi, je dis que les Algériens c'est des personnes qui n'ont pas de complexe. Tous les Algériens vous disent, tel plat, on l'a hérité de la civilisation ottomane. Tel autre plat, il est romain. Tel autre. Mais quand il s'agit de couscous, il n'est pas question de le partager avec eux. Non. Non, moi je ne le dis pas dans mon livre parce que je suis intellectuel, je n'ai pas à prendre position. Moi, j'ai donné des informations historiques et au lecteur de décider. Vous dites-le. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Est-ce que vous vous spécialisez dans l'art culinaire? Est-ce que je vous réponds? Oui. Alors, quelle est la part de nos plats? Quelle est la part de la cuisine turque? Oui, elle nous a apporté beaucoup. Ah bon? Oui, mon premier livre que vous n'avez pas, qu'il faudra peut-être avoir, mais celui il est avec introuvable. lequel vous avez eu le prix? Oui. Quel prix, pour préciser? J'ai eu le premier prix sur 178 pays dans la catégorie histoire culinaire. Et j'ai eu le 3e prix dans le même contexte, dans la catégorie cuisine méditerranéenne. Bravo. Et je vous informe que celui-là est finaliste pour la prochaine édition. Bravo, on vous souhaite du succès pour vous et pour l'Algérie. Exactement. Et pour l'Algérie, parce que les Algériens suivent ce type de concours. Oui. Il y a une fierté de dire, le couscous, il est de chez nous, il est de chez bien nous, ce livre, il est de chez nous. Il est au top dans tel pays. Mais je vais vous dire, moi, les classements, je n'y crois pas. Moi, je suis contre les classements parce que je trouve qu'on ne peut pas classer la cuisine ou la gastronomie d'un pays dans sa globalité. Non. On classe une recette, on classe un plat, mais on ne classe pas, on ne dit pas la gastronomie de tel pays est la meilleure. Ceci veut dire que si c'est la meilleure, le pays X, celle du pays Z. Alors, vous n'aimez pas les classements? Non. Mais moi, j'aime bien parce que c'est des références importantes. Oui. Et on en tire une fierté. Oui. Quand j'apprends, grâce à votre livre, que déjà en 1855, à l'exposition universelle de Paris, le couscous d'Annaba décrocha la médaille de bronze. Oui. Alors, c'est la première fois qu'un couscous a c'est pas connu. 1855. Et ça, c'est pas un classement. Et un couscous d'Annaba. Il a préparé un couscous devant tout le monde et les gens ont adoré. Et ils lui ont décerné donc la médaille de bronze parce que c'était pas connu à l'époque. 1855, c'était quelques années après la colonisation de l'Algérie. Donc, vous voyez que l'Algérie a tout fait pour le couscous. Donc, il n'est pas question qu'il soit attribué à d'autres. Voilà. Alors, par contre, l'UNESCO l'attribue en 2020 comme étant un patrimoine culturel immatériel pour plusieurs pays. Oui. On va dire d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord. Donc, c'est la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Bon, d'abord, il faut que Est-ce qu'on ne l'a pas bien défendu, ce On ne l'a pas bien défendu, ça je vous le dis. Mais il y a autre chose, c'est que comment il a été classé? Les gens vous disent, le caftan est classé. Non, c'est pas le caftan. Il y a tout un intitulé très long. D'ailleurs, je l'ai écrit ici. C'est les savoir-faire et les manières de consommer le couscous qui est inscrite. C'est pas le couscous en tant que plat. Donc il faut pas. Donc le couscous en tant que plat, on peut toujours prétendre le classer, mais parce qu'il y a un intitulé très long et parce que le but de l'UNESCO, c'est qu'il y ait des relations amicales entre les peuples, c'est rapprocher les peuples. Rapprocher les peuples, et ça, je suis d'accord, c'est normal, on n'a pas. Voilà, mais moi, je c'est le partage de la culture mondiale. Tout à fait. Mais je maintiens que en 1830, quand la France est venue coloniser l'Algérie, les Algériens ne voulant pas être sous le joug d'une autre culture, d'une autre civilisation, d'une autre religion surtout. Ils se sont sauvés de Menel Kofar. Donc, une partie des Algériens est partie vers l'Est, Tunisie et le Moyen-Orient, et une partie est partie vers l'Ouest. Et donc, ils sont partis avec leur savoir-faire. Parce que quand vous voyez dans l'histoire comment le couscous est préparé en Afrique,
Il a d'autres noms en plus. Il a même atteint donc des pays comme répandu comme le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad. Beaucoup de pays font du couscous. Ils le mangent différemment, Seulement, ils le préparent différemment. Les graines sont différentes. Quand on prépare un grain africain, chez les pays d'Afrique, c'est du grain dans le grand mortier des Africains là, et 2 femmes sont là à mettre un peu d'eau et à taper. Une fois que le grain est bien concassé, il passe à la vapeur. Mais nous, on ne prépare pas comme ça. Ouais. Le principe est différent chez nous. Nous prenons une semoule moyenne, nous l'aspergeons d'eau, après on mélange et on rajoute de la semoule fine qui va constituer une coque autour de chaque grain. Donc, notre grain, on veut qu'il soit séparé de son voisin. Alors que dans les livres et dans les journaux, quand les gens écrivent sur le couscous, ils vous disent le couscous, ce sont des grains de semoule agglutinés. Mais non, nous, on cherche à ce qu'il ne soit pas agglutiné. Et après, nous, on a sakat et on a rfed. Donc, on passe le sakat. Et après, on prend le couscous fait, rfed, et il passe enfin à la vapeur. Donc, cette technicité, elle nous est particulière. Quand la spécialiste parle, les autres, l'animateur se met à l'infinitif. Okay. C'est-à-dire que dès qu'on pioche sur un sujet, donc, qui aurait imaginé qu'on pouvait faire un livre à partir de petits grains de couscous. Petits grains de couscous. Oui. Et comment l'idée vous est venue Alors, je vous ai dit que quand j'ai amassé beaucoup d'informations sur les plats et les histoires des plats algériens qui ont constitué mon premier livre, l'envie d'écrire était vraiment importante. Je me suis découverte auteur et voulant écrire. Et donc, d'un commun accord avec une personne de la NEP, on s'est dit on va faire un livre sur le couscous. Voilà, Et ça m'a pris exactement un peu moins de 2 ans pour avoir toutes ces informations. Et je vous jure que j'ai acheté des livres très très chers parce que la bibliographie est très très importante pour sortir un livre. On ne peut pas en parler comme en parle ma grand-mère. Ma grand-mère, oui, je la respecte, tout. Elle a fait beaucoup pour nous, mais quand il s'agit de défendre un plat, il faut savoir l'écrire, il faut savoir le présenter d'une façon académique, scientifique. Donc avec des références bibliographiques, avec une analyse. Moi, j'analyse. Jean Bottero, quand il dit le couscous est babylonien, moi, je démolis son hypothèse avec des mots. Oui. Voilà. Alors, c'est illustré, donc on a des différents types de couscous, c'est illustré. Vous dites aussi l'importance de la taille du couscous. Tout à fait. Le couscous dans antico humide, Oui, alors, parce qu'il y a le couscous et la littérature. Ça aussi, c'est un chapitre qui est très important. Important. D'abord, il y a des personnes qui m'ont demandé le premier couscous. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas un premier couscous. Ça n'existe pas une première recette. Parce qu'il y a une recette primitive, une préparation primitive. Après, les hommes et les peuplades vont prendre cette préparation et chacun... Et l'améliore. Voilà. Donc, tout appartient à tout le monde et rien n'appartient à personne. Très bien. Vous citez beaucoup de livres. D'auteurs qui ont fait donc Alexandre Dumas, George Sand, Rabelais, voilà, beaucoup. C'est à lire, Merci. Exactement. Alors, j'ai l'habitude de terminer l'émission avec un questionnaire. Oui. Je crois que je vais sauter une question quel est votre plat préféré? Ça y est. Ça, je crois que je vais la sauter. Oui. Voilà. Mais sait-on jamais, peut-être que... Mais moi, j'aime toute la Allez, mais on va commencer par le commencement, la saison, votre saison. Préférée, c'est l'hiver. L'hiver. Oui. Pour le couscous? Non, pour le froid. Moi, j'adore le froid. Le froid. J'aime avoir froid. Le fruit, c'est les pêches. Quel est le meilleur fruit qui accompagne le couscous? Tous les fruits peuvent marcher avec le couscous. Tous, oui. Mais pas zbib. Moi, j'aime pas les couscous sucrés. J'ai horreur des couscous sucrés. Pour moi, le couscous, il doit être salé. Alors, le plat préféré? Donc, c'est le couscous. Enfin, toute la gastronomie algérienne, j'aime tout. Mais j'aime pas le har. Donc, pas de har.
Vos auteurs algériens préférés? Mais, Vous citez 2 ou 3. ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, Mais on va Assia citer Djebar. oui, Assia Djebar. parce que c'est une femme. Non, non, parce qu'elle écrit, elle est écorchée vive, et donc voilà. Il y a Yasmina Khadra, j'adore, parce que ses livres se mangent. C'est vrai. Voilà, Allez, un troisième. Un troisième, ça vient pas comme ça. C'est cool. Oh. Ah oui, j'adore lire l'histoire de l'Algérie, et donc en ce moment, je suis en train de lire le Moudjilladat Aboul Qasim Saadallah. J'adore comment il traite de l'histoire de l'Algérie. Voilà. Et on peut dire d'autres, mais on va rester là. Votre chanson préférée, celle que vous pouvez écouter en boucle? Chanson, hein, pas musique. Non, chanson. Chanson. Madjrouh تاع Mohamed Tahar Fergani. Ah oui, moi je suis Malouf. Le grand Mohamed Tahar. On peut qu'adorer. Ah ben oui. Et la plupart, c'est plutôt Nejma. Ah non. Madjrouh, elle est belle. Pourquoi moi j'aime l'hiver? Parce que je suis un petit peu triste sur les bords, même si ça n'apparaît pas. Et donc Madjrouh, c'est quand même... Alors, votre chanteur préféré? Mon chanteur préféré, je vais vous le dire, c'est Allawa, Allawa, le Kabyle. Zerouki. Je sais pas comment il s'appelle, mais pour moi, il s'appelle Allawa. Ah, ses chansons, j'aime beaucoup. Ouais. J'adore. Une notamment qui parle de le Bahar. Mais je connais pas le Kabyle. Oui, mais les chansons sont belles. Mais je sais chanter en Kabyle. Voilà. Donc, je comprends les paroles des chansons que je chante. Quel est le mot que vous détestez? Le mot que je déteste, j'ai oublié. J'ai horreur que les gens oublient. Aussi, non. non. Alors, je me rappelle une anecdote avec ma sœur. Ma jeune sœur, elle dit toujours, chaque fois, pour se sortir d'affaire, elle me dit, j'ai oublié. Je lui dis un jour, écoute, arrête. Viens me dire, maman est morte et ne me dis pas, j'ai oublié. Voilà. Quelle est l'expression que vous aimez? L'expression en arabe, bien sûr. En arabe, oui. Même en français. Même en français, ça m'offre. Je sais pas. J'y pense pas. Ça vient pas mal maintenant. Même en arabe. Même en arabe. Et je sais que dès que je sors, je vais me rappeler. Allez, je vais vous aider. Aidez-moi. Ah non, j'aime pas ça. Oui, ça c'est pas mal. C'est beau. Ouais, c'est beau, exactement. Bien, chers amis, nous arrivons donc à la fin. Vous étiez avec Yasmina Sedlem avec son beau livre, Le couscous, racines et couleurs d'Algérie. Elle insiste, elle en parle bien. Oui. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec d'autres invités. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h, qu'elle est réalisée par Kamel Oularbi et c'est animé par votre humble serviteur Abdelkrim Tazarout. Bon week-end, au revoir. Merci beaucoup.